Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans le vrai monde. Pas facile de perdre ses parents. Pas facile de légiférer sur la fin de vie dans un monde où la mort est souvent masquée. Pas facile de raconter le suicide assisté de son père et d'en faire un livre pour tous. Pas facile d'adapter pour le grand écran un livre si intime. Et oui, dès qu'on parle de la mort, du deuil, des choix, rien n'est facile car tout est possible. On va parler ce soir d'un film qui est sorti mercredi, Tout s'est bien passé, de François Ozon, adapté du livre de Emmanuel Bernheim. Et nous avons trois invités, comme un kaléidoscope d'émotions pour en parler. Mais tout d'abord la bande-annonce. Ouais, allô? Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Les filles, Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. Je sais que t'es mon fils préféré. Les filles, je suis très choquée. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis. Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. T'étais tellement vilaine, en fond. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Je veux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa avec tout ce qu'il t'a fait subir? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Ouais, mais t'es toute frigorifiée. Ah, mais je me sens vivante! Tu te rends compte? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là? Pas de pleureuse. Et si vous refusiez, que se passerait-il? André Dussolier, Sophie Marceau, Géraldine Pellas, entre autres, dans la bande-annonce du film de François Ozon, Tout s'est bien passé. Bonsoir Serge Toubiana. Bonsoir. Vous n'êtes pas dans la bande-annonce, vous étiez dans la vraie vie. Vous avez été le compagnon d'Emmanuel Bernheim, qui a écrit ce livre. Donc, je vais prendre un terme cinématographique. Vous allez être aux premières loges pour nous parler du film de François Ozon et du livre, et de la vie. Je parlais de loge au sens... Oui. Et vous serez accompagné aujourd'hui par deux personnes que j'ai choisies. D'abord, Nadia Genet. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes bénévole au sein de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et vous accompagnez les personnes qui sont gravement malades et qui sont en fin de vie. Vous étiez la personne idoine pour parler de Tout s'est bien passé. On ne se connaît pas. Non, pas encore. C'est les gros avantages des réseaux sociaux. C'est qu'on peut lancer des bouteilles à la mer et la bouteille revient. Bonsoir Norbert Chatillon. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste. Oui. Vous avez vu, il m'a fallu 30 mots pour parler de nos invités. Vous êtes psychanalyste et ça suffit. Disons que je fais le psychanalyste. Si je le suis, ça c'est un autre débat, mais pas l'ordre du jour, heureusement. Qu'est-ce que vous avez pensé, Norbert Chatillon, du film Tout s'est bien passé? Alors, j'ai très, très direct. Je n'en ai rien pensé. J'avais les larmes aux yeux. Mais pour des raisons très, très personnelles, beaucoup plus que professionnelles. Je vous en prie, allez-y. C'est-à-dire que j'ai été touché parce que j'ai été confronté, non pas à la même situation, mais à prendre une décision par rapport à... du coup, j'ai encore les larmes. À dire au médecin, d'accord, pour faire la piqûre qui allait soulager et conduire évidemment à son décès mon père. Mais qui, lui, c'est d'autres conditions, puisque c'était la maladie de Charcot. Il avait 46 ans. C'est une maladie dont on peut mourir étouffé. Et les médecins ont demandé à la famille, mais j'avais 19 ans, s'ils pouvaient faire une piqûre d'homopavine à l'époque, c'est-à-dire qui allait faire qu'en sorte, soit dans son sommeil, qu'il disparaisse sans douleur. Et j'ai trouvé très lourd, c'est ça qui m'a retouché dans le film, que moi,
je sois sollicité par les médecins, pas par... c'est quand même différent, hein, mais pour dire oui. Mais ce qui m'a touché dans le film, c'est très égoïste parce que ça me parle pas de moi, c'est que moi, le lendemain, je savais qu'il allait mourir. Je suis parti et je suis revenu qu'en fin d'après-midi. C'est difficile, mais ça m'a accompagné pendant le film. J'ai été très ému. Je pensais beaucoup à la fille qui est, je dirais, sous une injonction. Et ça, c'est d'une violence extrême qui nous accompagne ensuite toute la vie. Nadia, vous aviez peut-être déjà vu des films sur la fin de vie. Alors, il y a le film d'Amenabar qui s'appelle Marat d'intro avec Javier Bardem où un homme décide seul de boire la potion. Alors, à quoi vous attendiez avant de voir ce film ? Pas forcément à grand-chose parce qu'en fait, la question de la fin de vie, pour moi, n'est pas forcément liée à une procédure de suicide assisté. Bien sûr. Donc, je dois avouer que c'est pas notre sujet de prédilection, là où je fais du bénévolat, puisque justement, on essaye de faire en sorte que, on va dire, c'est la vie jusqu'au bout, et qu'importe ce qu'il en est. Donc, je peux dire même que c'était la première fois que je touchais une œuvre liée à la procédure de suicide assisté. Et ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, j'avais, je dois avouer, peut-être quelques a priori, parce que c'est lourd. J'ai beau être bénévole en accompagnement fin de vie, c'est pas forcément un sujet facile à traiter, qui plus est au cinéma. Et en fait, c'est là où procède la magie du cinéma, en fait, aussi, tout simplement. C'est-à-dire que ça permet de rendre accessible, de mettre en image un sujet dont on a beaucoup de mal à parler. C'est une zone où on n'ose pas trop s'en approcher. Et du coup, j'ai beaucoup de respect d'en avoir fait un film aussi peut-être classique, respectueux, je crois, du livre. Et d'avoir mis Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Payas, Charlotte Rampling, enfin je me dis ça fait des passerelles en fait, d'où l'intérêt aussi du cinéma, c'est de rendre accessible d'un seul coup des sujets que l'on voudrait éviter. Et moi en tant que bénévole, plus on en parle, mieux je me porte, parce que nous ne sommes pas très nombreux, ou pas assez en tout cas, dans cette zone-là. Oui, dans le film et dans le livre, le personnage d'André Dussolier, une fois qu'il a pris la décision de mourir, dit « Je me demande comment font les pauvres ». C'est quand même une phrase très forte. Oui. Parce que ce qu'il s'octroie, ce qu'il décide d'avoir comme fin de vie, tout le monde ne le peut pas. Tout le monde ne peut pas aller en Suisse. Non, et justement, alors j'ai trouvé que dans le film, on voit très bien, du reste en termes d'image, de l'hôpital public à la clinique privée. En fait, on voit bien que déjà ce n'est pas du tout la même histoire. Que, évidemment, là où je suis bénévole, dire qu'on est dans des terrains beaucoup plus proches des hôpitaux privés que de cette clinique merveilleuse à la fin. Merveilleuse dans le sens où c'est là où il y a vraiment la notion de soins palliatifs et où d'un seul coup les difficultés deviennent vivables avec de la dignité. Et cette notion de pas tous être égaux devant la fin de vie, c'est quelque chose qui me touche au point d'être engagée à cet endroit-là, parce qu'on parle d'égalité des droits de l'homme à la naissance, etc. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire que quelque chose à l'endroit de la mort, si on pouvait envisager une mort où nous serions tous égaux, ça pourrait être quelque chose de l'ordre du projet de vie ou d'humanité, puisqu'à cet endroit-là, je pense même que c'est beaucoup plus effroyable que ce qu'on peut s'imaginer, parce que les personnes qui sont abandonnées ne peuvent pas les manifester, sont sous des abris médicaux cachés, et c'est quand on voit déjà ce qui se passe là où c'est visible, là où c'est invisible, c'est inhumain, tout simplement. Serge Toubiana, vous avez été le compagnon d'Emmanuel Bernheim, vous êtes venu nous parler des Bouées jaunes. Ma question va peut-être vous dérouter, mais est-ce que vous pourriez nous parler d'André Bernheim? Oui.
Je m'entendais bien avec lui, il m'aimait bien. Je crois qu'il était content que sa fille ait un amoureux comme moi. Il avait le sentiment d'avoir casé sa fille Emmanuelle et en de bonnes mains. Et moi, je l'aimais beaucoup parce que on avait une relation, je sais pas comment dire, évidemment pas filiale, mais j'aimais bien sa liberté. Voilà, j'admirais beaucoup sa liberté. J'admirais aussi son goût. Il avait beaucoup de goût. Sa femme aussi, d'ailleurs. Claude de Soria. C'est un couple de collectionneurs. Ils avaient du goût, quoi. Ils avaient vraiment pas seulement du goût. Ils avaient du goût avant les autres, quoi. Et il allait à l'opéra, il aimait la musique, il allait voir des films. Il allait à la FIAC tous les ans, à Bâle, à la foire de Bâle tous les ans. Il était l'œil aux aguets, quoi. J'aimais bien ça. Ça me plaisait beaucoup, quoi. Voilà. Et puis on avait des relations. Je veux dire, j'étais pas gendre, on n'était pas mariés avec Emmanuel, mais oui, j'étais un peu son gendre et il m'aimait bien. Voilà, et moi je l'aimais bien. Mais j'ai quand même réagi assez mal quand il a demandé à Emmanuel de l'aider à mourir. Moi, j'ai dit à Emmanuel, c'est pas possible, il n'a pas le droit, tu n'es pas obligé d'obtempérer. Et elle vous répond, je le fais parce que je suis sa fille. Ouais, c'est très mêlé. Voilà, je voudrais vous dire une chose, c'est une confidence, mais c'est très mêlé, quoi, parce que il y avait aussi cette idée chez Emmanuel que son père s'en aille, quoi. Elle l'attendait aussi qu'il s'en aille, qu'il arrête qu'il arrête de nuire aussi à sa propre vie. Elle a souffert de son père, elle a souffert de ses parents à sa manière, et c'est pas du tout en termes de social. Évidemment, c'est une famille aisée, bourgeoise, cultivée. Mais ça vient dans le livre, ça vient par flash, comme ça, dans le film aussi, mais dans le livre, c'est très précis. Il était assez sadique avec sa fille, mais il l'adorait aussi. Donc, c'était très mêlé chez elle. Et quand j'ai lu le livre, quand elle l'a écrit, je lui ai dit, mais c'est un livre d'amour, hein, ton père. Elle n'aimait pas que je lui dise ça. Je pense qu'elle a un peu adouci les angles, quoi. Donc, il y a ce mélange entre, évidemment, obtempérer, l'injonction dont vous parliez, c'est tout à fait le mot, ne pas se dérober à ça, et en même temps peut-être vouloir rater la fin de vie de son père pour s'en débarrasser, quoi. Alors, je ne suis pas dans la position de pouvoir faire des confidences, mais il se trouve que j'ai vu le film à Toulouse il y a une dizaine de jours dans une avant-première, et que François Ozon, qui était là avec André Dussolier, a dit que pour le film, vous avez sollicité, vous et Pascal, pour avoir des choses en plus que dans le livre. Et dans le livre, il y a une séquence, on ne dit pas séquence dans un livre, où elle voit un oreiller et elle se dit, là je pourrais en finir là tout de suite. Ce qui n'est pas dans le film. Non. Ce qui corrobore ce que vous venez de dire sur les choses complexes qu'il y avait. L'ambiguïté, oui. Et puis c'est vrai qu'aussi, on se le disait entre nous, c'est que si on veut mourir, on peut mourir. Si un homme âgé ou une femme âgée, peu importe, il suffit d'accumuler des médicaments et puis un jour de tout prendre et puis de s'en aller tout seul, enfin sans aide de personne. Ça s'appelle un suicide, mais je sais pas, je saurais pas le faire, mais puis j'ai pas envie de le faire. Mais donc, si vous voulez, la demande qui était formulée par André à Emmanuel et pas à Pascal, à Emmanuel, c'est très précis. Emmanuel a tout partagé avec sa sœur et heureusement, elle a bien fait. C'était vraiment, je pense qu'il savait qu'il pouvait compter sur elle, voilà. André, c'était un libre penseur, voire un provocateur. Quand vous lui parlez de la rétrospective Kubrick, sur laquelle vous êtes en train de travailler à la Cinémathèque, puisque vous avez travaillé à la Cinémathèque, maintenant vous êtes le président d'Unifrance, lui il fait tout de suite allusion à la séquence de viol dans Orange Mécanique, et ça l'amuse, enfin je veux dire à l'ironie qu'il y a dans la scène de viol avec Singing in the Rain. Et dans tout le film et dans tout le livre, il y a cette personnalité raide par rapport à ces deux filles, mais hyper provocatrice. Très libre, très... Je ne sais pas si c'est libre penseur, mais très libre. J'aimais beaucoup ça. Un peu enfantin. C'est un homme âgé, hein, il est mort à 88 ans.
très enfantin. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. Ça lui donnait du charme, cet éveil, cette gaieté, l'idée que le monde était encore pour lui un monde à visiter. Il partait en voyage avec son petit-fils. Raphaël, il adorait ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il avait une vie aussi. Il draguait, il se faisait draguer, j'en sais rien. Tout ça, c'est une partie de sa vie qui m'a jamais concerné. Je ne voulais pas savoir et ça ne me regardait pas. Mais il était vivant, quoi. Voilà. C'est un homme vivant et malgré l'âge, très vivant. Alors, ça explique le désir de mourir très fort, parce que moi, je le tenais dans mes bras à la fin, jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Et il pesait des tonnes parce qu'il n'avait plus de muscles et tout. Et je le voyais, j'allais dire, dépérir à l'idée que ça ne marche pas, quoi. Son projet de mourir, j'admirais beaucoup le courage que ça supposait, que ça induisait, quoi. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir ce courage-là, vous voyez. Donc, il y avait à la fois ce courage de vouloir mourir parce qu'il avait tellement aimé la vie que plus jamais il n'aurait ce plaisir de vivre, de voyager, d'aller à l'opéra, d'acheter des tableaux, d'aller à la FIAC, d'aller à Bâle. Tout ça était fini, foutu pour lui. Je me souviens quelques mois après la mort de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui a à un moment arrêté de se soigner pour mourir. Sa sœur a dit, quelques mois après, je crois que c'était au Guardian, elle disait, il a voulu réussir sa mort comme il a réussi ses ordinateurs et l'iPhone, comme il a réussi ses inventions. Vous diriez tous les trois qu'il peut y avoir une dimension esthétique à la manière de mourir ? Là, on sent, Serge, que pour André, vous venez de le mentionner, il y a ça. C'est-à-dire que Emmanuel, votre compagne, dit je ne l'ai jamais vu sourire autant que quand la décision a été prise dans sa tête. Une libération. Mais c'était un esthète, vous employez le mot. Mais est-ce que nous tous les trois des esthètes? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien aussi finir bien ma vie. Mais par rapport à ce qu'a dit Nadia, ce qui nous mettrait à égalité devant la mort, c'est tout simplement la loi. Or, la loi ne nous convient pas tout à fait aujourd'hui. Elle est, enfin bon, je la connais pas bien. Je parle un peu sans savoir, mais elle est un peu bancale. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse décider soi-même tant qu'il est encore possible et qu'on a la lucidité pour le faire de mettre fin si on n'a plus rien, plus aucun espoir de vivre, quoi, voilà, de vivre dignement, je veux dire, voilà. Norbert Chatillon, est-ce que vous avez des patients qui parfois vous déroutent par leur sens du beau dans ces moments-là, qu'on soit l'aidant ou qu'on soit le mourant? Il ne me déroute pas. Ce qui m'a touché, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, c'est que vous avez beaucoup prononcé le mot mourir, et j'ai pas senti dans le film que ce mot était dominant. C'est, je crois qu'elle demande, je veux que tu m'aides à en finir. Exactement. Alors, il y a distinction, je reviendrai pour mes patients, mais entre en finir et mourir. Et c'est bien, c'est en finir avec une situation où la vie telle qu'elle se présente n'est pas la vie telle que je souhaiterais qu'elle continue ou qu'elle devienne. Et c'est une grande distinction. C'est vraiment fondamental. Un patient, et pour revenir à votre question, il y a toujours quelque chose avec... Et s'il vient consulter un psychanalyste, il y a quelque chose avec lequel il veut en finir, avec, dans certains cas, l'idée, ou la représentation, ou l'image, que cela donnera lieu à quelque chose qui n'aurait pas à finir et qui serait la vie. Donc, ça ne se pose pas dans les mêmes termes lorsqu'on consulte un psychanalyste. La consultation psychanalyste, c'est celle qui va être une demande que la vie soit ressentie, éprouvée, conduite autrement et pas subie. Dans le livre d'Emmanuel Bernheim et dans le film, on sent bien que c'est
pour moi en tout cas, c'est pas de la mort dont il est question. C'est de finir avec une enveloppe corporelle. C'est de la vie. Et pas seulement l'enveloppe corporelle, c'est que effectivement, et je le vois bien avec mes patients, certains parlent de leur corps comme s'ils avaient un corps. Et j'essaie de leur dire, mais attendez, vous êtes votre corps. Le corps n'est pas de l'ordre de l'avoir, il est de l'ordre de l'être. Donc effectivement, et souvent je n'emploie plus le mot corps, je parle d'organisme. C'est-à-dire le mot organisme, c'est une sorte d'unité où on ne fait plus les distinctions qui sont purement conceptuelles pour nous aider à penser ou à parler, mais qui ne sont pas réelles entre le corps et la psyché. J'ai un patient qui, un jour, disait « Oui, mais j'ai un corps, j'ai un corps ». Il se trouve que ce patient avait fait un AVC. Bon, il s'en est remis. Hein. Mais là, quand je lui ai pointé, vous voyez ce que c'est que être son corps. Parce que pendant 6 mois, j'ai pas eu de ses nouvelles parce qu'il n'était même pas en mesure, même sur un SMS, de composer mon numéro de téléphone pour me laisser un message. Il est resté X mois à l'hôpital. C'est vraiment être, ce qui est tout à fait touchant dans le livre et dans le film réalisé par François Ozon, c'est le être son corps. Être son corps, c'est aussi la condition de pouvoir conduire sa vie. Je citais tout à l'heure la maladie de Charcot. La grande question aujourd'hui, c'est pas la peur de la mort seulement pour certaines personnes. Je veux bien qu'elle n'existe pas. Hein. C'est la peur de la dégénérescence. Je fais partie d'une génération, j'ai 74 ans, j'ai pas le nier, où d'abord, si je reprends toute l'histoire de ma famille, je crois que faut remonter à mon arrière-grand-père pour trouver quelqu'un qui a vécu plus que l'âge que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Donc on est bien dans une histoire où nous avons plusieurs vies, ou plusieurs modalités de vie. Nous n'avons pas les mêmes choses à 20 ans, à 30 ans, 40, 50, 60, 75, mais où notre grande crainte, parce que pour ceux, en plus de l'après-guerre, nous avons quand même globalement la chance de ne pas avoir traversé les épreuves des autres, ce qui n'est pas le cas de la famille Bernheim, etc. Nous avons cette chance de jouir globalement de la vie, en tout cas dans beaucoup de conditions. Ce que nous redoutons le plus, c'est la dégénérescence. Et il m'a semblé que dans le film, et c'est beaucoup plus mis en avant d'ailleurs que dans le livre, c'est la dégénérescence, parce que moi, finalement, j'ai regretté d'avoir lu le livre sous votre impulsion. Non, c'est vous qui me l'avez dit spontanément au téléphone. Je vais le lire. Je vais le lire, oui, c'est vrai. Pas conseillé de le faire. Mais j'avais pas fait le lien, d'accord, je reconnais. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film, il est fait de sinusoïdes où il y a des mieux. Il y a des mieux. On se dit, mais attends, et même au moment où il y a, pardonnez-moi l'expression, la bouffe au restaurant Voltaire, on dit, merde, il va renvoyer tout ce monde-là, quoi. Parce qu'il est dans la vie. Et donc, c'est pas la mort qui est le thème pour moi central de ce film. Je ne parle pas de l'histoire de M. Bernheim, mais je parle de ce film. Pour moi, c'est la dégénérescence qui est contraire à la vie quand on a eu la chance, non pas d'avoir une vie, c'est comme le corps, on n'a pas une vie, d'être vivant. C'est fantastique, ça, pour moi. C'est pas le même thème. Non, mais c'est intéressant. Je partage totalement votre analyse. Je fais juste un insert sur vous savez, le film que Alain Cavalier a fait, qu'il aurait dû faire, qu'il aurait voulu faire avec Emmanuel, s'appelle « Être vivant et le savoir ». Le film qui précède celui de François Ozon, que Alain Cavalier a fait avec Emmanuel, malade, qui peu à peu ne peut plus être son partenaire pour faire le film. C'est être vivant et le savoir. C'est quand même, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. Avant de donner la parole à Nadia, je vous propose justement d'écouter un extrait de ce film que j'ai préparé pour vous. J'ai proposé à Emmanuel qu'on fasse le film tous les deux ensemble. Elle dans son propre rôle et moi étant son père. Elle a été surprise. Elle a été surprise. Elle a passé sa main devant son visage et elle m'a dit « Vous serez responsable de ça. » Ça, c'était son visage. Je lui ai dit bien volontiers. Mais pour moi, le plus difficile, ça va être de vous tutoyer. Ça fait 30 ans
qu'on se voit et ça nous amuse. Et dans le livre, on apprend que c'est la caméra d'Alain Cavalier qu'elle utilise pour filmer les dernières volontés de son père à l'hôpital pour acter la possibilité qu'il parte en Suisse auprès de son avocat. Ça, je ne savais pas du tout. Elle a fait 2 fois. Elle a fait 2 fois. La mauvaise, c'est la première fois, c'est son ami, notre ami Tony Marshall, malheureusement disparu il y a un peu plus d'1 an. Et la deuxième fois, c'est la caméra d'Alain Cavalier, qui a toujours une caméra sur lui et qui était très proche d'Emmanuel. C'est un filmeur maintenant. Et ça doit faire un effet détonnant pour vous, Serge Toubiana, d'avoir ces 2 visualisations d'une vraie vie, le Ozon et le Cavalier. J'ai plus souffert avec le Cavalier, parce qu'elle est dans l'image, elle est vivante. Et ça, c'est quelque chose de très, très insupportable de voir quelqu'un qu'on a aimé encore vivante à l'écran. Et Dieu sait si j'aime les écrans et les images et le cinéma, mais là, je trouvais que c'était insupportable. Alors que dans un film de fiction, si vous voulez, il y a quand même une distance. Je me suis fait à l'idée que c'était Sophie Marceau. Au début, j'étais un peu perplexe. Je ne voyais pas d'identification possible. En fait, je la trouve formidable dans le film d'Ozon. Mais c'est plus facile quand c'est... Même moi, j'ai un petit personnage dans le film, mais j'ai un petit rôle. Ça m'amuse plutôt de... Mais alors que le film d'Alain Cavalier, que j'ai vu d'abord chez lui, la première fois, seul, je pouvais pas supporter, quoi. Parce qu'elle est là, et quand elle est là, en plus, quand elle est là dans les quelques scènes où elle irradie, quoi. Elle a une lumière même magnifique, mais c'est pas regardable pour moi. On peut pas regarder quelqu'un qui est mort. Or, c'est le rôle du cinéma. C'est Éric Caravaca qui joue votre rôle dans le film de François Ozon. Et moi, j'ai trouvé que Sophie Marceau faisait un très beau travail sur la voix. Absolument. J'ai réécouté des interviews de votre compagne, Emmanuel Bernheim, sur YouTube. Et je me suis dit que Sophie Marceau, évidemment, ne peut pas se transformer en Emmanuel, mais dans la voix, il y a vraiment une recherche. Oui. Et puis, non, mais tout le film est... Je sais pas comment dire, il y a une retenue, il y a une élégance des personnages, et Dussolier était époustouflant, je trouve, parce qu'il part avec un handicap terrible, il est allongé, défiguré, et il donne une pulsion de vie à son personnage qui est admirable, quoi. Alors, Nadia Genet, après ces parenthèses, mais c'est ça la littérature, le cinéma, la vie. Je reviens à la question que j'ai initialement posée à Norbert Chatillon sur la dimension esthétique de la fin de vie auprès de certains des gens que vous suivez. Est-ce que parfois vous êtes confronté à ça, ou est-ce que c'est des problématiques vraiment spécifiques ? En fait, c'est... comment dire ? C'est un moment tout à fait particulier. Moi, je ne peux pas m'empêcher de le considérer lumineux, qu'importe le contexte, puisque c'est une forme de paroxysme d'intensité de la vie. Il y a des personnes, je pense à un monsieur que j'ai accompagné qui était évidemment plus capable de parler, etc. Mais de le toucher, de sentir la vie qui passait encore, mais qui ralentissait dans le corps, etc. On sent bien qu'on touche... c'est étonnant parce que c'est notre dénominateur commun à tous. Et c'est quelque chose d'absolument unique. Je ne peux pas dire magique, mais il y a quelque chose de puissant, en fait, tout simplement de puissant. Et je crois que pour quelqu'un qui ne part pas seul, qu'importe le contexte, c'est lumineux. Voilà. Maintenant, évidemment, que lorsque vous évoquez l'idée de la souffrance, c'est la souffrance à éviter. Et c'est vrai que le personnage dans le film ou dans le livre d'André, tout de suite, on voit bien que c'est un esthète, qu'il est tyrannique, et qu'il a déjà dans sa vie, en tout cas il y a des interstices comme ça, je ne vais pas dire une tendance suicidaire, mais il y a quelque chose, plusieurs fois, le rapport à la souffrance lui a l'air extrêmement compliqué. Peut-être une envie de contrôler qui est extrêmement forte. Et du coup, sa future mort devient un projet de vie, puisqu'il en prend le contrôle
absolue, et je crois que c'est ça qui le réjouit en tout cas, même si effectivement, dès l'instant où c'est la notion de suicide assisté, ça veut dire partager cela. La maîtrise de sa dernière partie de vie. Voilà. Et ça, c'est, lui, ça le réjouit, ça devient un projet de vie à contrôler, à organiser. Du reste, on voit bien qu'il s'intéresse aux détails, y compris les derniers repas avant, etc. Les sens, la stimulation des sens, qu'on ressent bien dans le film ou dans le livre, c'est quelque chose auquel dans la mesure du possible, auquel on essaie de porter attention. Moi, j'ai été surprise même de voir dans certains services, un service de soins palliatifs, de la façon dont on avait fait les ongles de la personne, le raser jusqu'au bout. Il y avait quelque chose de... Et c'est important, dans la mesure du possible. Évidemment, voilà. La chanson de Jacques Brel, Le dernier repas, où il dit « J'aimerais que les gens dansent, chantent », c'est quelque chose qu'on peut vivre dans le cas de vos soins. Bien, nous, dans le bénévolat, la marotte, c'est vraiment de la vie jusqu'au bout. Alors cela peut... Il y a des moments, c'est plus évident que d'autres. Il y a des personnes où on peut réellement partager de la vie jusqu'au bout. Moi, ça passe parfois par... Je veux dire presque... Parce qu'il y a jusqu'au bout, la durée du bout peut avoir n'est pas la même selon les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on va accompagner plus ou moins longtemps. Donc restimuler certains sens, ça fait partie... Voilà, que ce soit justement un bon Paris-Brest ou même moi, il y a très très longtemps, en fait, j'ai eu, je vais avoir 19 ans, le temps, rencontrer une dame âgée que j'ai accompagnée tous les week-ends pendant 18 mois. On m'avait dit qu'il lui restait que quelques jours à vivre, et il y avait besoin de quelqu'un pour lui faire de la lecture, etc. Finalement, cette relation s'est intensifiée, a duré dans le temps. Et un jour, elle m'a appelée pour me dire je voudrais vous remercier pour tous ces instants partagés, etc. Je me suis dit, où elle s'en va? Je suis retournée la voir. Et elle m'attendait pour déjeuner, persuadée que j'allais forcément revenir. Et elle avait fait préparer un plat que nous aimions beaucoup toutes les deux, du saumon à l'oseille, le gâteau au chocolat que nous aimions toutes les deux. Et ce fut le dernier repas. Elle allait partir, elle partait quelques heures après, en fait. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque... C'est un luxe suprême d'avoir la conscience et de pouvoir le partager, de l'apprécier. Maintenant, il y a des personnes qui sont, je pense à certains EHPAD de la ville de Paris ou quoi, il y a des personnes qui sont terriblement seules, elles n'ont que le plafond comme horizon, elles sont plus ou moins enfermées dans leur corps. Pour cette personne-là, la notion d'esthétisme et de fin de vie, ou d'un repas comme ça, c'est même pas un sujet en fait. Je suis très touché, parce que je peux rebondir un peu là-dessus. Parce que, justement, en vous écoutant, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. J'avais un arrière-grand-père qui est mort très âgé. Et donc, on n'est pas dans les deux situations dramatiques que je vais vous raconter, plutôt une histoire un peu joyeuse, sous deux aspects. C'est très âgé. Nous étions allés le rendre visite dans sa maison de retraite à Fontenay-aux-Roses. Et quand nous sommes arrivés en famille, il était allongé sur son lit en train de râler, de faire le mourant. Et puis nous sommes partis, et puis mon père, à un moment donné, m'a dit, j'ai oublié, j'avais 16 ans, il m'a dit, j'ai oublié mon parapluie dans la chambre de ton arrière-grand-père. J'ai monté les escaliers, je suis allé le voir, et mon arrière-grand-père était debout, tenant sur une jambe de l'autre bras, il brossait son bas de pantalon et il chantait « Ta-la-la, je les ai bien eus ». Il avait fait le vieux tel que... C'est-à-dire qu'il organisait son rôle de vieillard. Il a tellement bien organisé qu'un jour se tournait à la mairie de Fontenay-aux-Roses une scène du film Le Bonheur d'Agnès Varda. Il est arrivé avec sa canne, il est allé voir Agnès Varda, il lui a dit « Madame, je suis un vieil homme qui va bientôt mourir, il ne resterait pas d'image de moi, est-ce que vous pouvez me prendre comme figurant ?» Et il apparaît dans le DVD, 2-3 quarts de dos, c'est moi qui le reconnais, mais... Et là, j'ai envie de raconter deux petites histoires qui sont plutôt joyeuses. La manière aussi dont les personnes mettent en scène, il n'était pas malade, c'est cette chance-là, mais il ne se comportait pas
il jouait le rôle du vieux qui va mourir quand on lui rendait visite, et derrière cela, il avait cette allégresse qu'il ne voulait pas montrer, qu'il a fini par dévoiler. Et c'est tout à fait passionnant aussi de voir ces contrastes. Pardon d'avoir raconté ça, mais c'est pour mettre un peu en contrepoint. Vous n'auriez pas raconté cette histoire, je vous en aurais beaucoup voulu. Ah bon? Mais oui, c'était vraiment l'histoire à partager. Ben oui, c'est une façon de défier la mort aussi. Oui, c'était de la sa défier, manière de rire avec elle. C'était sa manière. Il avait tourné en dérision. Oui, oui. Agnès Varda a une des plus belles définitions du cinéma, et pourtant il y en a eu 10 000. Elle a dit le cinéma, c'est filmer ce qui s'en va. Eh ben, il lui a demandé un service qu'elle pouvait rendre. Alors, aujourd'hui, en livre de poche, on trouve la nouvelle version avec l'affiche du film de François Ozon. Moi, j'ai dans la main... Je préfère l'autre couverture. Alors, je crois, Serge Toubiana, que c'est votre compagne Emmanuelle Bernheim qui avait choisi la couverture du livre de poche, peinture de Paul Klee. Absolument. Qui est à Lucerne, je crois. Oui. Ben oui. Qui est une petite fille. Oui. C'est vraiment très succinct comme dessin. On ne sait pas si il y a une rampe à côté d'elle. On ne sait pas si c'est la rampe du métro. C'est à la fois très naïf et c'est aussi peut-être la position qu'a tout enfant quand ses parents s'en vont. Non, ce que j'aimerais vous dire aussi, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est que c'est aussi son dernier livre, quoi. C'est-à-dire que le livre qu'elle écrit sur la fin de vie de son père, fin de vie à laquelle elle a contribué avec sa sœur Pascale, c'est aussi son dernier livre. C'est-à-dire que c'est quand même il y a quand même un mauvais sort, quoi, autour de ça, quoi. Évidemment, quand elle écrit ce livre, il y a presque 10 ans, 2013, moi j'ai assisté à tout le processus d'écriture. J'adorais voir ma femme écrire, parce qu'elle avait une façon d'écrire qui m'épatait complètement. Elle écrivait vraiment au crayon, quoi, avec la gomme, enfin... Et quand je rentrais le soir de la cinémathèque, elle avait écrit un feuillet, quoi. Un feuillet par jour, c'est rien, quoi. Tout était... D'ailleurs, le livre est admirable par ça, parce que c'est découpé, c'est cut, quoi, à chaque fois. Il n'y a pas de psychologie, il y a que de la vitesse, il y a que de l'action. La pensée se métamorphose en mots, en actes, quoi. Mais jamais j'aurais pensé et elle non plus, que ce serait le dernier, quoi. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'un peu, que moi qui me bouleverse, quoi. Qu'elle n'ait pas pu en écrire d'autres, 1, 2, 3, j'en sais rien. Pas beaucoup, parce qu'elle était rare en écriture. Elle écrivait que quand il y avait vraiment une nécessité impérieuse, mais et avant de mourir, elle regrettait de ne pas avoir écrit un livre sur le bonheur. Lors du débat, François Ozon disait de Emmanuelle Bernheim qu'elle avait une écriture behavioriste. Oui. Et prête à l'emploi, quasiment, il disait. Mais pas facile à mettre en scène, pas facile à traduire au cinéma. Il l'a fait très bien, hein, mais pas facile, parce que justement, il y a déjà du cinéma dans son... Elle prend le métro, on ressent tout physiquement de ce qu'elle ressent. C'est une écriture effectivement behavioriste, mais donc il faut rajouter du cinéma là où il y en a déjà, quoi. Avec un sens de l'ellipse, un sens de la découpe, quoi. C'est le cinéma qu'elle aimait aussi, un cinéma d'action. Le film qu'elle aimait le plus, c'était Kiss Me Deadly, en 4e vitesse, un film d'Aldrich. C'était son film de rêve, quoi. Mais François Ozon la connaissait très bien, et quand il m'a demandé il y a 2 ans, parce qu'il a mis du temps à vouloir faire ce film. Alors il dit qu'il n'était pas mûr pour, et sans doute c'est vrai, mais le livre date de 2013. Il m'a appelé il y a 2 ans, on était en 2018 ou 19. Donc chez lui aussi, l'idée d'un film sur la mort a mûri, et quand il décide une chose, François Ozon, il va jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un il n'y a pas d'atermoiement avec lui. Il est lui aussi très comme ça. Une décision, on s'y fait, on s'y met, on travaille, et une fois que c'est fait, voilà. Parce que dans le livre, il y a de tout, c'est-à-dire qu'elle se souvient que c'est les Beatles qu'elle entend dans le taxi à certains moments.
C'est à la fois un livre donc sur son père, sur sa sœur, et à la fois, je me demande si à un moment il n'y a pas un point de bascule sur aussi un outil pour nous tous. Est-ce que vous avez senti dans l'écriture de ce livre, à un moment, que peu à peu, elle basculait aussi vers ce livre ne doit pas parler que de moi, mais doit parler à tout le monde? Ça, je sais pas. Ça, je peux pas vous répondre. Je sais pas si elle avait ce genre de stratégie intime, mais pas forcément une stratégie. Je pense que par rapport à la question que vous avez posée à Nadia tout à l'heure, moi, je réponds de façon très politique. Si ce livre et ce film peuvent aider à faire évoluer les consciences et à nous aider à appréhender notre propre mort, notre propre disparition, à l'appréhender mieux. Moi, ça a eu cet effet sur moi. Et la mort d'Emmanuelle a eu cet effet sur moi, puisque j'ai écrit sur elle tout de suite, comme pour la garder encore avec moi le plus longtemps possible. Les beaux et jaunes. Aujourd'hui, je viens de finir un manuscrit sur ma mère, je parle aussi de la mort de ma mère, et je dis, j'appréhende mieux la mort qu'avant. Et j'ai appris avec les morts, André, Emmanuel, j'ai appris ma mère. À l'époque, j'étais incapable d'appréhender la mort de ma mère, et c'est du remords, mais alors à l'état pur et brut. Aujourd'hui, je saurais mieux me débrouiller avec ça. Oui. On apprend aussi. Nadia, vous retrouvez parfois des livres sur la table de chevet de des personnes qui vont mourir et que vous suivez? Non, j'ai pas souvenir de livres en particulier, peut-être parce que les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, parce que c'est quelqu'un de tout à fait différent, mais les autres personnes étaient vraiment pas tout à fait dans la possibilité de lire. J'ai souvenir de musique. Voilà, ça, oui. Mais pour revenir juste sur ce que vous étiez en train de dire, c'est de l'intérêt des tragédies qui surgissent dans une vie. Ce sont les leçons pour les personnes qui y survivent, en fait. Et je me disais, en voyant le film, que c'est aussi tout l'intérêt du cinéma, et d'aller vers l'adaptation d'un film, vers l'adaptation du livre en film. C'est bien, si ça peut permettre à des personnes non seulement de s'interroger sur la mort, donc éventuellement des directives à laisser, voilà, mais c'est aussi de s'interroger du rapport au vivant, parce que le personnage d'André, par exemple, incarne bien ce qu'il ne veut pas, c'est la souffrance. Mais ça tient aussi surtout de son rapport à la vie. C'est-à-dire que pour lui, d'un seul coup, ne plus pouvoir aller vers des expositions, se déplacer, faire ce qu'il veut, etc., ça ne vaut plus le coup de vivre. Mais là, j'interroge toujours sur et si la vie, ça pouvait être autre chose. Et si ce film ou ce livre peut nous permettre aussi d'envisager la vie sous d'autres angles ou sur toutes les ressources que l'on peut avoir en nous. C'est important. Et les directives aussi. Oui, mais c'est intéressant parce que dès lors que nous transformons notre rapport à la vie, aussitôt nous transformons notre rapport à la mort. C'était Bichat qui avait écrit « La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». Freud l'a repris en disant « C'est l'ensemble des forces, et non pas des fonctions, qui résistent à la mort ». Mais c'est la même idée. C'est cette idée qui vient casser l'idée qu'il y aura la vie et que la mort serait un après, pour passer à cette idée que la mort est active et actrice dans la vie et les maladies. Certains vous diront, aujourd'hui, chacun d'entre nous ferait 5 ou 6 cancers par jour. Sauf qu'on a des parties vivantes qui s'en emparent. Et la vie, c'est déjà cette confrontation et ce combat. Et on voit bien, et c'est pour moi beaucoup plus mis en évidence par l'image, par le film de François Ozon, que je ne l'avais en tout cas perçu dans le texte d'Emmanuel Bernheim, c'est le rapport à sa mère. C'est-à-dire que c'est Charlotte Rampling, je crois, qui tient ce rôle, et la matière. Et quand vous évoquiez le rapport aux mots d'Emmanuel Bernheim, je me dis, mais c'était de la matière. Elle sculpte. Cette écrivaine, elle sculpte.
Et c'est extraordinaire parce que le film porte sur quelque chose d'une histoire, c'est une double histoire familiale presque, triple, quadruple, enfin, au père, mais dans je dirais, en nombre chinoise, l'expression est maladroite, mais enfin, il y a le rapport à la mère. Quand je dis en nombre chinoise, c'est qu'en plus, par moments, les images sont très sombres dans certaines séquences avec la mère, mais c'est aussi l'écriture du livre, c'est quelque chose qui est un double lien. Le lien au père, c'est évident, c'est pas la peine de rajouter, mais à la mère. Et ça, je crois que c'est très bien évident par le film François Ozon. Peut-être je me trompe, mais enfin, en tout cas, c'est ma lecture, c'est ma perception. Elle sculpte Manuel Bernheim. Elle est dans cette esthétique-là. Hein. Vous avez raison, absolument raison, 1000 fois raison. Et le paradoxe, c'est que, comment dire, moi j'aime beaucoup les sculptures de la mère d'Emmanuel, Claude de Soria, et Emmanuel avait un tel rapport de violence avec ses parents qu'elle m'a interdit d'avoir la moindre sculpture de sa mère chez moi. Mais interdit. Or, j'aime beaucoup les sculptures de Claude de Soria. Elle travaille le ciment. Elle travaille le ciment et les formes, les matières, et aussi l'aléa. C'est-à-dire qu'il y a des bulles, il y a des... le ciment exprime lui-même sa forme, si vous voulez. Et Emmanuel, c'est pareil. Et en fait, je disais toujours à Emmanuel, mais tu peux pas imaginer à quel point tu ressembles à ta mère. Vous avez le même rapport à la matière, comme vous venez si bien de le dire. Et elle ne voulait rien entendre, quoi. Il y avait une espèce d'éclair de négatif. Je sais pas. Tout ça, c'est pour moi un restaurant. Elle était prise dans le père. Hein. Ouais. Elle était un ciment prise dans le père. Oui. Oui. Et il y a cette très bonne formule que donne donc le personnage joué par Charlotte Rampling, c'est qu'on l'accuse d'avoir beaucoup de gris dans l'atelier, et elle dit mais il y a beaucoup de nuances de gris. Elle a raison. Et il y a un côté très philosophe chez ce personnage, je trouve, qui évidemment a beaucoup souffert que son mari la quitte. Non, il l'a jamais quitté. Non, elle n'a pas du tout souffert. Parce qu'elle dit je l'aimais. Ben non, elle n'a pas du tout souffert que André meure, pas du tout. Non, mais pas au niveau de leur rupture sentimentale. Il n'y a pas de rupture. Ils ont vécu ensemble tout le temps. Non, il y a une connivence. On sent une connivence. Oui. Et puis à un moment donné, elle est plus là, quoi. Elle est là, mais elle n'est plus là. Voilà. Dans le film de Michael Haneke, Amour, autre film sur la fin de vie, dans les jours qui précèdent sa mort, le personnage d'Emmanuel Riva dit maman. Et là, dans Tout s'est bien passé, le personnage d'André dit ma vie est un ratage total. J'ai été anéanti par la mort de maman. Est-ce que chez vos patients, là il s'agit d'un film sur la mort du père, mais est-ce que vous auriez des choses à nous dire par rapport à ça, Norbert Châtillon ? Non, je vais le dire avec la discrétion qui s'impose. Eh oui, le devoir de réserve. Effectivement, c'est ultra présent. Je dirais, jusque parfois même sur le divan, mais aussi dans des témoignages par rapport à avoir été présent, assisté ou n'avoir pas compris comment ça s'est passé. La maman, je dis pas la mère, je dis justement la maman, elle est là. Elle est là. Il y aura presque trop de choses à dire, mais j'ai même des personnes qui arrivent encore dans ma clientèle actuellement, qui commencent par, même si le mot n'est pas prononcé, c'est la maman qui est là. C'est le rapport à sa propre naissance. Pour beaucoup de personnes qui commencent une analyse, c'est le rapport à leur propre naissance. Le mystère de qu'est-ce qui s'est produit. Et encore, là, c'est pas l'objet, mais je pourrais vous en dire sur les enfants de remplacement. Ce qu'on a mis au monde. Alors, remplacement parce qu'un enfant avait disparu avant, ou remplacement de l'amour. C'est-à-dire que les parents qui font un enfant, au moment où ils espèrent sauver leur couple par un nouvel enfant. C'est-à-dire que la maman, ben oui, c'est la matrice de toute façon, c'est une personne. Mais pour chacun d'entre nous, c'est un mystère, la même. Et pour le conjoint, moi-même je suis père, je suis grand-père, je veux dire, c'est quand même un mystère que de ce que une femme nous fait suffisamment confiance
pour mettre au monde des enfants. Et même chaque individu se pose la question. Moi, je l'ai posé en analyse, mes patients la posent. Mais qu'est-ce qui a fait la rencontre entre mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont j'allais dire, c'est mon mot à moi, c'est fabriqué. Mais qu'est-ce qui les a fait se rencontrer? Des fois, ils en parlent, les parents. Ils le disent. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont avoué. Ils ont dit, on habitait Belfort, en zone occupée, qui n'a été libérée qu'en 45, hein, pas en 44. Et ils se sont mariés en 43 parce qu'ils voulaient faire de la vie. Et ça a été la conception de ma sœur, qui est née en 44, avant que la Belfort soit libérée. Mais moi, je me dis, mais ils étaient gonflés quand même, dans ce contexte-là. Eh bien, c'est faire de la vie. Donc, il y a quelque chose où, dans l'ensemble, l'espoir des enfants, c'est que leurs parents aient été du côté de la vie. Je sais pas, je ne peux pas vous le dire autrement. Je ne vais pas entrer dans des exemples cliniques parce que je ne peux pas. J'espère que de manière métaphorique, ça suffit. Je me souviens que ma mère a dit devant mon frère et moi, mais que la veille de son mariage, elle priait pour que la robe n'arrive pas. Ben oui. Parce qu'elle ne se sentait pas prête. Et 60 ans après, ils sont toujours ensemble. Ben oui. Nadia, est-ce que c'est ce retour à la mer, ces mots balbutiés, tout ce dont vient parler Norbert, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je crois que 100% des personnes que j'ai rencontrées à la porte de la mort reviennent à la mer. Je ne connais pas une personne qui n'ait pas fait allusion à la mer. Plus qu'au père? Plus qu'au père. Oui, indéniablement, et je me disais qu'en fait, finalement, le rapport à la vie tient beaucoup du rapport à la mer. Et tant qu'on n'a pas digéré d'où l'on vient, dans quelles circonstances... Même ingéré. Oui. Même ingéré. Plus. Que pour digérer, il faut déjà ingérer. Plus. Il y a Autrement, j'ai plus de boulot, moi. Il y a quelque chose de bancal. Mais la mer... même des personnes qui étaient fâchées avec la mer, pour qui ça n'était plus un sujet, Enfin voilà, ça c'est vraiment le gros dénominateur commun. Quand André Bernheim prononce cette phrase, il n'a que 31 ans. Quand il dit « ma vie est en ratage total, j'ai été anéanti par la mort de maman », il n'a que 31 ans. Serge Toubiana, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je peux juste dire que pour Emmanuel, il n'y a pas eu de retour à maman, quoi. Il y a eu, j'étais là jusqu'à la fin. Non, c'est pas présomptueux de le dire, mais il y a que moi qui existais, quoi. Moi, exclusivement, quoi. Et les derniers mots qu'elle m'a dit, c'est « et toi, tu vas tenir ?» Il n'y a que moi qui comptais, quoi. Et quand je dis moi, c'est pas le moi égoïste, c'est le moi qu'elle a construit pour elle, quoi. C'est comment elle m'a construit pour elle dans une projection qu'elle s'est imaginée de son amour. Et un amour, j'irai plus loin, que ses parents n'auraient jamais pu menacer d'aucune manière, y compris son père. Vous voyez, elle avait construit notre vie pour échapper à la mauvaise influence de ses parents. Vous savez, je parle dans mon livre de la Maison du Bonheur en Bretagne. À l'île aux Moines. À l'île aux Moines. Cette Maison du Bonheur, d'abord, elle l'a achetée à la mort de son père, après la mort de son père, et c'était un lieu où jamais l'influence qu'elle jugeait néfaste, que moi je n'ai pas jugé du tout, ne pourrait jamais atteindre, quoi. Elle s'était construit un horizon de bonheur, une construction du bonheur mental, relationnel, physique. Ça aussi, ça prouve que c'est une artiste, qu'elle a une capacité de construire un imaginaire et un espace de vie sans la mauvaise influence. Alors, oui, donc tout est possible chez les humains. Il y a plein de scénarios possibles. Une grande capacité de métaphoriser, de symboliser. Et effectivement, ce qui fait en sorte que chacun prend la voie qu'il peut pour, je dirais pas forcément se détacher, mais se dégager de l'emprise, non pas
de la personne de la mère ou de la personne du père, mais de l'emprise, de la manière dont les parents les ont, dans laquelle les parents les ont placés. Parce qu'on parle d'il, je suis sous l'emprise de, non, c'est le couple parental, qu'ils vivent ensemble ou pas ensemble, qu'ils soient séparés ou pas séparés, ils sont jamais séparés dans l'imaginaire de l'enfant, c'est une emprise. Et souvent, on voit en analyse que les gens parlent de l'un ou l'autre comme ayant une emprise, alors que l'emprise, elle est beaucoup plus subtile. Elle est ce mystère du lien qui les a fait leurs parents. Et là, ce que vous évoquez, moi, me touche beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un choix de vie, j'allais dire, prenons les mots à la lettre, un choix de vie. Alors que les parents, parfois, il y a dans l'inconscient des parents quelque chose qui est aussi un choix de mort. Je m'explique. Il y a eu des grands tremblements de terre en Chine et des grands éboulements il y a quelques années. Et vous savez qu'en Chine, on le sait tous, ça a été le courant de l'enfant unique. Et il y a un monsieur qui pleurait parce qu'il venait de perdre ses enfants dans la catastrophe géologique. Et il me dit, mais qui va s'occuper de moi quand je serai âgé? Vous imaginez, et là, vous êtes en train de décrire, tel que vous venez, monsieur Touvenin, le dire, quelque chose qui est que une personne, une dame, madame, choisit ce qui est amour dans sa vie. Vous savez, c'est un sacré chemin qu'elle a fait. Hein. Je n'aurais jamais l'indiscrétion de demander si elle a fait une analyse ou pas. D'ailleurs, 15. Je vous le dis tout de suite. Oui, 15. non, André aussi, tout le monde. Sa mère aussi, moi aussi. On a tout. La psychanalyse est tout le temps là. Oui, mais elle est comme un palliatif. Oui, mais dans le texte comme dans le film, c'est tellement subliminal. Parce que, justement, elle est là lorsqu'on n'a plus besoin des mots psychanalytiques. Lorsqu'on n'a plus besoin du jargonnage de tout cela. Dans le livre, j'ai remarqué, parce que le livre n'est pas mortuaire. Il y a beaucoup, il y a de l'humour, il y a du quotidien. À un moment, elle voit un siège sur Internet, un siège de confort pour son papa, et elle le décrit comme si ce siège allait devenir Robocop et devenir échapper à tout contrôle. Moi, il y a un petit détail qui m'a intéressé, c'est qu'elle n'a pas très envie, Serge Toubiana, que vous voyez qu'elle prend beaucoup de médicaments. Non, elle voulait pas. Le Lexomil, etc. Non, elle dit, je veux pas que Serge le voie. Oui, vous savez, quand elle est tombée malade du cancer, elle voulait pas que je sache. Hein. J'ai mis un temps fou à comprendre. Là aussi, je m'adresse à vous, Norbert, c'est que l'homme ou la personne a une capacité de ne pas voir qui est inouïe, quoi. Moi, je suis l'exemple vivant de quelqu'un qui n'a pas voulu voir que la mort gagnait du terrain. J'étais du côté de la vie et je voyais qu'Emmanuelle était tellement forte, tellement capable de vivre que je ne voyais pas qu'elle était en train de perdre son combat. Donc on a une capacité de ne pas voir qui est absolument... Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'enfance ou au déni ou à l'aveuglement, où on ne veut pas voir ce qu'on... Ou à la survie. Ou à la survie, je ne sais pas. Mais pour l'autre, y compris pour la personne que l'on aime. Absolument. Ça vous évite et ça lui évite le surcroît d'angoisse. En tout cas pendant un certain temps. Absolument. En tout cas pendant un certain temps. Absolument. Nadia ? Oui, non, j'allais dire, de toute façon, chacun fait avec son équipement. On ne peut pas s'inventer ce que l'on n'a pas, en tout cas. Mais nous, dans l'accompagnement auprès des personnes malades ou en fin de vie, je sais en tout cas qu'on porte une attention toute particulière aux aidants. Et je me souviens comme ça d'une femme qui a accompagné son mari, qui était vraiment, pour le coup... il n'y avait plus d'espoir, hein, en tout cas. Et elle était dans une forme de déni, à continuer de projeter pour après, quand il sera guéri, en termes de voyage, de projet de vie, quoi. Et là, je voyais qu'il y avait une
fêlure immense et qu'il fallait faire très attention parce qu'elle allait se retrouver seule, elle, après ça, et qu'elle était en train de se fracasser, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, mais je pense quelque part que si elle a pu tenir aussi longtemps auprès de lui, c'est parce qu'elle avait fait cette carapace et qu'elle lui a emmené de la vie tant qu'elle pouvait, quoi. Dans le livre et dans le film, on fait allusion aux sous-effectifs et au fait qu'il y a de l'indignité dans le traitement que l'on a auprès de certaines personnes âgées. Et d'ailleurs, dans ce qui est arrivé à André, il partage une chambre. On pourrait croire que ses moyens financiers l'amèneraient à une chambre individuelle, mais il la partage. Moi, c'est surtout dans la scène qui est aussi dans le livre, quoi. C'est-à-dire que quand il a fait sur lui et qu'il faut 2 heures, elle appelle, il faut 2 heures pour venir le changer. Et elle s'insurge en disant mais quand même 2 heures pour... Et on lui dit bah oui mais sous-effectif, il faut 2 personnes pour venir le changer. Et moi je sais que sur mon premier accompagnement, j'étais révoltée, j'avais l'impression de toucher de très très près ce qu'était la maltraitance dans ces moments-là, parce qu'effectivement pour quelqu'un, quand on appelait pour ce genre de besoin, il se passait un temps infini. Et sur plein de petits détails, on assistait comme ça... ce que l'on appelle communément de la maltraitance. Mais au bout d'un moment, à force d'observer, on voit bien ce que l'on voit dans le film, qui est très bien dit, c'est pas de la maltraitance, c'est le personnel qui est d'abord maltraité, parce que en sous-effectif, et pour eux, c'est extrêmement violent d'être... de faire du soin sans en avoir les moyens, et de bien voir, parce qu'ils en ont conscience, quoi, en fait. Et je trouve ça très intéressant aussi qu'en termes d'image, on voit bien cette différence entre l'hôpital public et la clinique privée. L'hôpital public, on a un vrai souci, mais vraiment, et c'est pas là récemment. Ce qui est arrivé là récemment n'est qu'une conséquence de quelque chose qui est dit depuis des années. Et ça, c'est... La dimension politique que Serge Toubiana soulignait tout à l'heure et sur laquelle vous apportez une insistance formidable. Et là, c'est une réussite dans ce film. Surtout... D'interpellation, hein. Ouais. Mais il y a surtout que la fin de vie ou la vieillesse, c'est aussi une manne économique en devenir qui gagne vraiment du terrain. C'est un marché. Voilà. C'est devenu un vrai business. La mort aussi est un marché. Ouais. Mais du coup, moi, c'est vraiment un sujet de réelle inquiétude, de révolte dans les moments plus pessimistes, mais vraiment, faut que nous soyons vigilants. Je ne sais pas si vous avez été sensible, comme je l'ai été, d'un un plan dans le film où André quitte l'hôpital pour aller à la clinique privée, et donc il laisse, entre guillemets, en plan, son voisin de chambre, qui est joué par Jacques Nolot. Et on comprend, alors qu'il a été affable, ça a été un compagnon de chambre et de malheur affable, et là on sent que cet homme est seul, qu'il n'a pas de famille autour de lui, on le voit vaguement au téléphone, mais je trouve que quand André s'éloigne avec sa fille, on voit donc son voisin, et on sent que lui, par contre, il est peut-être dans l'hôpital public pour longtemps, et très seul. Et sans visite. Et sans visite. Et sans visite. Ça, c'est... la première personne que j'ai rencontrée n'avait pas reçu de visite depuis 4 ans. Serge Toubiana, j'ai repris votre livre « Les fantômes du souvenir » pour lequel vous étiez venu il y a 4 ans. Et j'ai retrouvé une phrase que vous avez confiée Serge Danet, votre collègue au Cahier du cinéma, où il disait que le cinéma, c'est le domaine du père. Vous vous souvenez de cette remarque ? Je sais pas, c'est assez succinct dans le livre, et je ne veux pas vous piéger. Hein. Non, je ne suis pas piégé. Il dit, c'est le domaine du père où, je crois, il rajoute tant qu'il n'y en a pas. Ouais, parce que il parlait de lui. Voilà. Danet n'a pas connu son père. Il a su tardivement que son père aurait été à la fois un aventurier, un peu un acteur de cinéma, un homme d'origine polonaise. Donc il a cherché son père dans les films, lui. Moi, je dis exactement le contraire aujourd'hui dans mon prochain livre de 2022. Moi, je pense, je le dis, je l'écris, que le cinéma est du côté de la mer. Moi, c'est ma mère qui m'a encouragé, inconsciemment d'ailleurs, à aimer le cinéma. Moi, je mets le cinéma du côté de la mer, moi. Du partage, de la transmission, de valeurs féminines, disons, pour aller vite. Totalement.
Oui, ça me parle quand vous dites ça. Ouais. Parce que effectivement, il y a bon, notamment Jung parlait de l'anima et de l'animus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le féminin de l'homme et le masculin de la femme. Chacun d'entre nous, nous avons ces deux polarités. Donc les deux sont vrais. Le cinéma, il est à la fois du côté du père, mais quand il est du côté du père, il requiert le féminin du père pour la mise en image, parce que les images, c'est pas rien. Et inversement, lorsqu'il est du côté de la mère, le cinéma requiert ce qu'on appelle l'animus, c'est-à-dire le masculin, qui s'est construit, mais alors d'une manière tellement croisée, parce qu'au fond, d'où vient mon féminin? On peut croire qu'il vient de ma mère, c'est simpliste, mais il vient aussi du féminin de mon père, et mon masculin vient peut-être de la partie masculine de ma mère, mais à ce moment-là, je peux remonter à mes grands-parents. Alors, vous m'éviterez de refaire le croisement successif, mais c'est souvent caricatural. Mais de toute façon, vous avez raison de poser la question. Mais il n'y a de cinéma qui tienne que s'il est capable de tenir ensemble. C'est ce qui fait art. La dimension masculine et la dimension féminine de chacun des personnages, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. C'est comme ça que ça tient. Alors, je ne voudrais pas occulter dans Tout s'est bien passé la dimension juridique, voire judiciaire, hein, puisque à la fin du film, c'est à deux doigts que tout capote pour une histoire de droit, de garde à vue, de dénonciation, de témoignages presque humiliants des deux sœurs qui doivent faire une déclaration spontanée. Et même du rapport à la loi avec un grand L, avec les deux ambulanciers à la fin. Oui. Exactement, qui sont musulmans et qui n'ont pas le droit, pour leur religion, de donner arbitrairement la mort à quelqu'un. Serge Toubiana, je voulais savoir si, dans le livre, on fait allusion donc à une policière qui dit, in fine, à votre épouse, « Faites ce que votre cœur vous dit ». Cette phrase, est-ce qu'elle vous en a fait des ricochets ensuite? Est-ce qu'elle vous en a parlé rapidement de cette phrase qui lui avait été donnée par une dépositaire de la loi? Bien sûr. Donc moi, pendant ce temps, au moment où ça se passe, moi je suis avec André... Dans une cage d'escalier. Avec la chaise roulante qui ne rentre pas dans l'escalier. Donc je le prends dans mes bras, il pèse très lourd parce qu'il est... Le corps... C'est l'inertie. Hein. L'inertie, ça... Et donc, si vous voulez, on est en temps réel, là. Et rien n'est prémédité, tout se passe comme ça. Et moi, j'étais anxieux parce que je voyais André malheureux à l'idée que ça capote, quoi. Que tout ça, sa stratégie dont vous parliez, c'est lui qui organise, qui est vivant pour organiser sa mort. Tout allait se foirer, quoi. Et moi, j'étais angoissé, quoi. C'était Manuel qui était dans notre couple, c'était Manuel le point fort, le point le plus solide, la personne la plus solide, c'était elle. Et là, j'étais paniqué, donc je l'appelle, elle pouvait pas me répondre, elle était en train d'être interrogée par. Et cette femme policière, effectivement, Manuel était, mais je crois qu'elle, non, elle a essayé de la revoir ou de lui envoyer des fleurs, je sais plus. Elle a été émerveillée par cette femme. Émerveillée par ce courage, cette espèce, parce que elle-même avait perdu quelqu'un de très proche. Ça, on peut pas le savoir. Très très proche. Et donc ça veut dire que dans la personne humaine, quelle que soit, là c'est une policière, ça peut être, peu importe la fonction, il y a cette part d'humanité, de vérité qui est quand même qui donne de l'espoir quand même dans la vie, quoi. Parce que c'est un mélange où il y a à la fois la froideur de la justice et cette phrase qui faites ce que votre cœur vous dit. Plus Maître Kiechman au téléphone. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore... C'est comme un film... Enfin, c'était la vie, là. Dans ce qu'elle avait de désespéré, on était en... Et en même temps, il y a quelque chose qui... Tout fonctionne, quoi. Tout le monde joue son rôle, quoi. C'est un monde sans Dieu. Je veux dire, aucune mention de la transcendance dans le livre de Emmanuel Bernheim et donc dans le film. Pour moi, il est présent. Moi, je pense toujours à cette très belle phrase de Baudelaire dans Fusée. Dieu est le seul être qui, pour régner,
n'ait même pas besoin d'exister. Et si vous le prenez sous cet angle-là, c'est superbe. Dieu, il est présent. Il est présent au sens du divin, pas d'un être extérieur. C'est une fonction. Dieu est une fonction psychique. Le divin est une fonction psychique. C'est bien ce que dit Baudelaire, Dieu, le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. Il est là. Parce que, justement, notre rapport à la mort, même chez ceux qui se prétendent athées, oh, grâce à Dieu, c'était pas, j'ai oublié, peu importe, dans les derniers moments, des fois, ça réapparaît. Là, vous avez raison, dans le film et dans le livre, ça n'est pas mis en évidence. Mais c'est subliminal. Hein. Moi, j'avais une mère qui disait Dieu m'a oublié. Parce qu'il disait, et puis je dis, ben, écoute, il te rend la monnaie de ta pièce, tu n'as jamais voulu t'adresser à lui. mais le divin, c'est pour ça que je ne dis pas Dieu, mais le divin, il est présent parce que il est, comment dire, il passe par la voie de l'art, pour moi. C'est l'œuvre d'art, il y a quelque chose là. Alors je ne dis pas qu'il représente, non, justement, il ne représente pas. Mais il est présent. Il y a quelque chose de transcendant, je dirais, dans l'œuvre d'art. Et dans le film, pour moi, le personnage joué de la mère de Charlotte Rampling est dans cette quête d'un absolu. Il y a une quête d'un absolu. Moi, je dirais que c'est Anna Schygulla parce que Anna Schygulla, qui incarne la mort, elle est toute douceur, elle est toute rondeur, elle est toute gentillesse, toute bienveillance. C'est elle qui fait faire le passage, quoi. Et moi, je trouve que le choix de Anna Schygulla, actrice de Fassbinder, pour qui Ozon a une sorte de vénération, ce choix est absolument judicieux, quoi. C'est-à-dire qu'elle incarne la mort avec une espèce... Elle accueille la mort, quoi. Elle vous permet de l'accueillir. Elle vous accueille avec la douceur, la gentillesse, la sueur, quelque chose qui ne fait pas mal, quoi. Je sais pas. Et ça, il y a une part peut-être, il y a du divin là, oui, effectivement. Ben, c'est ce qu'on pourrait attendre de Dieu normalement. Ouais, oui, il manque parfois à sa place. Pas mal, hein. C'est bien. Dans la Bible, l'histoire de Job montre bien que vraiment Dieu, il épargne personne, hein. Précisons pour ceux qui n'ont pas lu le livre et vu le film que Anna Schygulla joue le rôle de ce personnage donc qui dirigeait une association d'aide à la fin de vie en Suisse. En Suisse, à Berne, qui est la première syllabe de Bernheim. J'ai relu un peu de psychanalyse, Norbert Chatillon, et Carl Jung disait que, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de gens très 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 âgés, qui sont proches de leur anéantissement, c'est son mot, ne s'en préoccupent pas plus que ça. Oui. Que finalement la mort fait peut-être plus peur à 60 qu'à 85. Vous corroborez ? Je ne pourrais pas corroborer de manière sous le mode de la généralité. Je crois que chacun se construit sa vie dans un rapport à la mort. Mais dans un rapport à la mort qui, comment vous dire cela, a pris naissance, je dirais, dans le ventre de la mère. Hein ? Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui était né le 10 août 40 et dans des déplacements professionnels que je ne préciserai pas, nous nous sommes trouvés sous des bombardements dans un pays à l'étranger. Et lui, il avait régulièrement des malaises. Alors qu'après, il avait vécu la guerre d'Algérie dans des conditions difficiles, mais les bombardements. Et puis un jour, je lui ai dit, j'ai voulu faire un peu le psychanalyste. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe que chaque fois qu'il y a des bombardements, tu as des malaises? Je lui ai dit, mais t'es né le 10 août 40. Et en mai 40, t'étais où avec ta mère? Elle était à l'intérieur, évidemment. Elle va me dire, elle était dans la fuite sous les bombardements allemands. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, pour chacun d'entre nous, de peur, très archaïque, soit que nous portons parce que nous portons intérieurement ce que nos parents nous ont transmis de leur rapport à la mort, y compris dans le réel, y compris de leurs angoisses. Parce que ce qui est le plus difficile à travailler dans le travail analytique, c'est
de comprendre que l'angoisse fait partie de la vie. Qu'elle fait partie de la vie. L'angoisse, ce n'est pas un mauvais symptôme, c'est parfois un très bon signal. Ce qui est symptomatique, c'est le fait que l'angoisse devient paralysante. Eh bien, pour le rapport à la mort, c'est exactement du même type. Il est sain, le rapport à la mort. Il a à le construire de manière saine. Mais dire « je n'ai pas peur de la mort », moi je suis navré, mais cette phrase, elle est une sorte de... elle ne présente aucun intérêt en elle-même, parce que nous y sommes confrontés. Alors, selon les âges... Attention, moi je fais partie de cette génération dont la famille n'a pas eu trop à souffrir des guerres précédentes. Hein. Mais les grands-pères, ils sont nés après la guerre 14, ils sont devenus pères après la guerre 14, donc c'était les survivants. Et puis ma génération, elle a échappé à tous les pires. Et je crois que ce serait vraiment indélicat de répondre depuis une position d'une génération, alors que je sais aussi aujourd'hui, hein, quand on voit ce qui se passe, là, j'ai reçu un ami revenant d'Afghanistan il y a à peine quelques jours. Bon, il vous dirait pas la même chose, hein, parce que la mort, elle est là, elle est là à l'extérieur. Guillaume parlait des gens fin de vie, ayant probablement bien vécu et qui disent qu'en fait ils ne sont pas plus obsédés que ça et qui prennent des fois le quotidien comme il venait. Mais ce sera l'objet d'une autre émission. Mais bien entendu, ils la prennent comme ça, la mort, comme un moment de vie. On pourrait écrire fin de vie, FAIM. Oui, tout à fait, mais complètement. C'est le titre de votre nouveau livre? Non, du suivant. Nadia, il nous reste quelques minutes. Dans le film et donc dans le livre, il y a cette anecdote très intéressante où, en fait, il y a une personne qui a reculé face à son suicide assisté. Et c'est un monsieur très amoureux d'une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, à qui il offre une robe rouge. Elle la passe, et il la voit, je crois, le lendemain. Et non, elle est trop belle, je peux pas mourir. C'est déjà arrivé? Mais moi, je suis pas du tout à l'endroit du suicide assisté. Non, mais je veux dire, je sais, par contre, mais je parlais des rebondissements quand même. Je suis pas, encore une fois, je crois que je suis pas au bon endroit. C'est un peu triste à dire, mais là où nous sommes, c'est plutôt assez. On est vraiment, sur des personnes isolées, dans une très grande précarité, qui partent dans des conditions plutôt difficiles. Par contre, de quelqu'un qui va à tout prix mourir et qui se laisse aller, qui ne prend pas de traitement, etc., qui au bout du compte, dans les tout derniers instants, on sent bien qu'il y a un pétillement qui revient, etc., ça oui. Mais après, dans le film, je sais que moi, sans cesse, quand je voyais les conditions dans lesquelles André était en train à la clinique, surtout qu'il y a un rapport dans le film, qui est beaucoup dans le livre aussi, à la nourriture. J'ai trouvé le travail du son très intéressant dans le film pour ça. Et je me disais à un moment donné, il va pas. J'espérais quelque chose de l'ordre du rebondissement. Ils disaient, non, finalement, voilà, parce que quelque part, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, je me disais, il va prendre la mesure que maintenant, c'est ça sa nouvelle vie. Et quand il dit tout ça, ça n'est plus moi, il va pouvoir se dire, non, mais finalement, c'est peut-être un autre moi. En fait, c'est là qu'on voit qu'il vient d'ailleurs, hein, et que c'est, pour lui, effectivement, ça n'est plus ça. Non, mais vous avez raison, mais ce qu'elle veut dire, une chose vraie pour André, mais je trouve que c'est très intéressant comme exemple pour nous, c'est que pour décider de sa mort, il vaut mieux être fort que faible. Or, il a repris des forces, c'est cette force-là qui le motive encore plus. Il a un but. Voilà. Alors que s'il avait été un légume, il n'aurait pas pu prendre cette décision. De l'intérêt des directives anticipées, de l'intérêt aussi d'être amené à se poser ce genre de questions, de prendre la mesure, parce qu'effectivement, c'est pas le jour où on est coincé que l'on ne peut plus parler. Voilà. Mais après, nous, je veux dire, là, on est vraiment sur la fin de vie, le suicide assisté, etc. Il est tout à fait évident qu'idéalement, que ce soit dans le serment d'Hippocrate ou dans la notion de soins palliatifs, ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir vivre dignement jusqu'au bout, qu'il y ait de la vie jusqu'au bout et que la mort, petit à petit, fasse partie pleinement de la vie à ce moment-là, qui n'est pas
deux mondes comme ça qui le vit bien, qui a les moyens de bien franchir cette porte, quoi. Vous avez raison, si vous me permettez. Il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Comme vous avez dit, d'où l'intérêt des directives anticipées. Oui, d'un point de vue social, je pourrais aller dans votre sens. Mais d'un point de vue psychologique, je peux me dire, mais les directives anticipées, c'est un testament d'une certaine façon, hein, ça l'est. C'est quand même aussi une manière, en temps décalé, et non pas en temps réel, comme dans le livre, dans le film, dans l'histoire, de déléguer aux autres, et donc de ne pas prendre en charge. J'ai déjà décidé avant, et maintenant je laisse faire, donc de lâcher. Ce qui est très intéressant là, c'est que justement, il ne lâche pas. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on se pose la question de savoir si de trop légiférer sur, je dirais, la facilité des choses ne reviendra pas à quelque chose de l'ordre des directives anticipées, au sens où je dis pas que je les dénonce, je les critique, au sens où je donne un regard critique, mais je suis très ambivalent moi-même là-dessus, et sur le fait que, justement, ce dont témoigne ce livre, c'est justement quelqu'un qui décide à chaque moment de sa vie du lendemain. Et les directives anticipées, ça peut être aussi d'avoir lâché tout. Parce qu'il en a les moyens. Après, moi, je suis pas c'est pas mon sujet. En revanche, certes, le fait que ce soit la loi qui doive intervenir me fait peur, parce que, encore une fois, dans le serment d'Hippocrate ou dans la notion de soins palliatifs, toutes ces notions-là devraient être organisées sur le plan médical, en fait, tout simplement. Enfin, plutôt que de laisser la responsabilité aux personnes, aux proches, etc. Mais après, encore une fois, qui peut décider de ce qu'est la vie pour l'un ou pour l'autre? C'est assez... Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Nadia Genet, bénévole à l'association des Petits Frères des Pauvres. Merci, Norbert Chatillon, psychanalyste. Merci Serge Toubiana. Le film de François Ozon est en salle depuis 3 jours, et le livre de Emmanuel Bernheim, lui, sera toujours là avec nous. Et je voudrais juste vous citer, vous avez accompagné un autre mourant, Maurice Pialat, Serge Toubiana. Maurice Pialat disait c'était un gros chagrin pour lui de ne pas avoir été très présent à la mort de ses propres parents. Il avait dit ça dans un entretien, et je lis un extrait des Fantômes du souvenir. Quelques jours plus tard, vous, Serge Toubiana, je réalisais avec Maurice à son domicile une longue émission pour France Culture qui eut un large écho. Nous avions alors eu le projet de faire un livre sous forme d'entretien. C'était sans doute trop tard. Son état de santé se dégradait. Il fut hospitalisé à Necker, où je lui rendais visite pour soulager Sylvie, sa femme, qui le veillait constamment. Curieusement, j'y repense comme des moments très doux avec de longs silences. Dans ses hallucinations, Maurice regardait fixement l'un des murs de sa chambre et revoyait son père, en vie. Sur une vitre, il voyait courir un lézard. « Regarde, tu le vois là. » Il fallait le rassurer tant il était angoissé. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est un souvenir très fort, oui. Et là, effectivement, j'ai accompagné plus Maurice Pialat que j'ai moi-même accompagné mon père, vous voyez. Donc c'est toujours un peu des regrets, des remords. Voilà. Merci Serge Toubiana, merci Norbert Chatillon, merci Nadia Genet. C'était Le Vrai Monde, édition de septembre. On se retrouve en octobre. À bientôt.